Merci beaucoup à toutes et tous d'être avec nous et d'accorder de l'importance à l'enjeu qu'on va aborder aujourd'hui. On vous accueille pour ce second webinaire qui a pour objectif de revenir sur la lutte contre les discriminations dans le recrutement et dans l'emploi. Donc, en tant que centre de ressources politiques de la ville et réseau national, pour nous, c'était important d'aborder cet enjeu-là parce qu'il y a de nombreux dispositifs qui visent à lever les freins à l'emploi, notamment pour les habitants et habitantes des quartiers prioritaires. Euh, mais en même temps, la question des discriminations reste quand même assez difficilement traitée comme de manière opérationnelle, comme un obstacle majeur à l'insertion socio-professionnelle, notamment dans beaucoup de politiques publiques, alors qu'elle a un impact assez lourd sur le parcours professionnel, le salaire, le déroulement de carrière et les conditions de travail des personnes qui sont concernées par ces discriminations. Pour essayer de respecter le temps, je ne reviens pas sur le premier webinaire qu'on a eu, mais il était plutôt à destination des outils et des leviers pour les employeurs et il sera disponible sur le site du réseau national. On pourra vous envoyer le lien avec les ressources après le webinaire. Mais je passe tout de suite à la présentation de nos intervenantes. Donc, pour la première intervention, pour le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, nous avons Juliette Griffon, qui est directrice de l'Observatoire départemental des discriminations et de l'égalité, ainsi que Nabila Patel, qui est chargée de mission lutte contre les discriminations au sein de ce même observatoire, et Dalila Benfeda, conseillère technique égalité professionnelle et lutte contre les discriminations à l'emploi, qui représente le service emploi et formation. Donc, au conseil départemental. Ensuite, nous avons Ingrid Dequin, responsable du pôle prévention des discriminations au centre de ressources politiques de la ville IREV, donc pour le territoire des Hauts-de-France. Et nous avons Nathalie Robert, qui est directrice de la mission locale du canton de La Ciotat et qui est en charge qui est porteuse de la mission déléguée nationale sur les luttes contre les discriminations. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole au conseil départemental pour présenter leur politique de lutte contre les discriminations intégrée aux questions de l'emploi. Donc, notamment la présentation de leur réseau de lutte contre les discriminations ethno-genrées, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Pendant que Nabila partage l'écran, je vais commencer. Donc, le département de la Seine-Saint-Denis, avec à la fois ses compétences et sa volonté d'agir sur les discriminations, va lancer un réseau de lutte contre les discriminations ethno-genrées à l'emploi. On va vous présenter différents éléments de la création de ce réseau. Euh, à la fois comment la lutte contre les discriminations doit être au centre, de devenir un pilier de la politique d'insertion et pourquoi on a fait ce choix-là. La question de l'emploi comme un espace de discrimination un peu spécifique et emblématique en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs d'une certaine façon. Et comment, du coup, une fois qu'on a constaté ça, on met en place un réseau de lutte contre les discriminations ethno-genrées à l'emploi qui sera du coup lancé en janvier 2026. Donc, on arrive à la fin de la préfiguration, on fait le lancement en tout début d'année prochaine. Pour revenir du coup sur les différentes compétences du département, on a en compétences du département évidemment la partie solidarité qui est la plus grosse des compétences, des compétences départementales, dans lequel il y a tout le volet accompagnement vers l'insertion. On a également les compétences culture, sport, attractivité, l'aménagement et du territoire et des mobilités, la question de l'éducation et de la jeunesse, et également l'environnement et le cadre de vie. L'intérêt de présenter ça, c'est de voir qu'à la fois, bon, évidemment, la solidarité et l'insertion qui est compris dans la solidarité est un axe central. La question de la jeunesse en Seine-Saint-Denis, j'y reviendrai un peu après, est aussi un élément qu'on doit prendre très fortement en compte pour mener des politiques publiques efficaces. Et vous voyez d'une certaine façon que lorsqu'on détaille les compétences du département, on n'y voit pas, alors on pourrait dire que ça rentre dans la question de la solidarité, mais on n'y voit pas en tant que telle la lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations n'étant pas spécifiquement une compétence départementale, euh, mais au sein des compétences départementales, si on ne prend pas en compte la lutte contre les discriminations, on va mal les mener. Je m'explique avec la question de l'insertion, ce qui va permettre, enfin j'y reviendrai, mais d'avancer un peu. Si vous avez des discriminations massives
à l'emploi et que vous menez une politique d'insertion sans prendre en compte ces discriminations, bah, votre politique d'insertion, elle est entre guillemets vouée à l'échec malgré tout ce que vous feriez autour si vous décidez de ne pas prendre en compte cet aspect-là. Euh, c'est c'est ce qui nous a notamment conduit à travailler ce sujet-là, mais j'y reviendrai. Le département de la Seine-Saint-Denis, il est très investi sur le sujet de la lutte contre les discriminations, donc malgré que ce soit pas réellement une de nos compétences spécifiques, depuis de nombreuses années. Dès 2016, le département a souhaité être exemplaire en interne et donc est devenu le premier département labellisé par l'AFNOR à label diversité. On a pour ce label-là remis complètement à plat l'ensemble de nos dispositifs, par exemple, de recrutement pour s'assurer d'avoir des process totalement non discriminants. Et donc, on est toujours labellisé. On a amélioré chaque année, à chaque audit, on améliore notre process et notre note par l'AFNOR. Et au-delà de la politique interne, en 2021, le département a fait le choix de se doter d'un outil pour être plus efficace sur la question de la lutte contre les discriminations. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, hein, par exemple dans nos politiques culturelles, dans les aspects mémoriels ou encore dans les aspects éducatifs dans les collèges du département. Il existait des choses, mais on n'avait pas un outil qui nous permettait de faire à la fois levier, réseau d'acteurs, d'améliorer l'expertise et donc de donner beaucoup de cohérence à cette politique-là, qui était du coup prise en charge par chacune des directions de son côté sans qu'il y ait une cohérence globale et une réelle transversalité. Donc en 2020, on a créé l'Observatoire départemental des discriminations et de l'égalité sur le modèle d'un observatoire qui a plus de 20 ans au département, qui est l'Observatoire des violences faites aux femmes, qui a prouvé que ce modèle-là était assez efficace, qui a du coup pour objectif de renforcer l'expertise dans le champ des discriminations. Alors, sur le volet de l'emploi, c'est pas là où on manque le plus d'expertise parce qu'il y a déjà beaucoup d'études, mais il y a quand même tout, des tas de champs sur la question des discriminations qui sont pas encore complètement expertisés et donc ça nous permet d'aller mener des testings ou des recherches spécifiques sur la question des discriminations sur notre territoire, d'intégrer la lutte contre les discriminations au sein des politiques publiques départementales. C'est ce que je disais en parlant de l'exemple de l'accès à l'emploi et de l'insertion, mais c'est des dispositifs qui doivent s'appliquer à l'ensemble de nos politiques politique, par exemple, autour de l'autonomie des personnes en situation de handicap ou autour de l'autonomie des personnes âgées, intègre également une part de lutte contre les discriminations, pour prendre cet exemple-là, mais ça peut être aussi nos politiques culturelles qui renforcent leur partie sur la lutte contre les discriminations. C'est vraiment une logique de politique intégrée et transversale à toutes les compétences départementales. Et ensuite, le troisième objectif, c'est de mettre en place des actions spécifiques menées par cet observatoire-là. On a par exemple deux actions un peu emblématiques, une dans les collèges qui s'appelle Jeunes contre le racisme et l'antisémitisme, qui est un cycle mené par des artistes de sensibilisation et de création d'outils par les collégiens avec ces artistes autour de leur vécu des discriminations et du racisme et de l'antisémitisme en particulier. Et un autre dispositif qu'on a appelé la caravane de lutte contre les discriminations, qui est donc un dispositif itinérant l'été qui va sensibiliser et informer sur les recours possibles et le droit en termes de discrimination pendant l'ensemble des activités d'été qui peuvent avoir lieu en Seine-Saint-Denis, soit organisées par le département en lui-même, mais également organisées par les on a mené, on a fait ces choix-là dans un département qui a des spécificités qui nous ont poussés, hein, qui, je pense, ont déclenché aussi la volonté politique de l'exécutif de pousser à avancer vite sur le sujet des discriminations. Euh, Parce qu'on est un département où à la fois on a une population qui est plus discriminée qu'ailleurs. Alors, j'ai pas mis énormément de chiffres, il y aura d'autres chiffres spécifiques sur l'emploi qui vous seront présentés par Nabila tout à l'heure, mais on est un territoire d'accueil où on a 31% de la population qui est immigrée et on a une grande partie de la population qui est liée à l'histoire coloniale de la France. On a beaucoup de personnes qui viennent aussi des territoires d'outre-mer dans le territoire et on reste un territoire de l'accueil vu que ce chiffre de 31%, c'est le plus élevé en métropole il reste plus élevé que chaque année. On est un territoire jeune, on a un habitant sur cinq qui a entre 15 et 29 ans, et parmi ces jeunes, il y en a beaucoup qui ont des difficultés d'accès à l'emploi. Un territoire qui est très urbain et populaire, 40%, enfin 41,9% de la population qui vit en quartier prioritaire, 28,4% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Donc, sans asséner les chiffres, on est un territoire qui est particulier avec une population très discriminée et un territoire qui est du coup lui-même discriminé. Depuis quelque temps, on parle aussi de discrimination à l'adresse ou de discrimination territoriale. Et il y a un rapport, notamment un rapport parlementaire, qui démontre que le territoire de la Seine-Saint-Denis a un déficit d'investissement en politique publique par les services publics nationaux qui ont été étudiés, qui étaient la justice, l'éducation nationale notamment, où il y a un sous-investissement de l'État depuis plusieurs années en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, il y a aussi un aspect de discrimination territoriale qui est en partie une conséquence des caractéristiques de la population de la Seine-Saint-Denis. Et un territoire avec des spécificités économiques également, parce qu'il y a une histoire industrielle de ce territoire. Il y avait beaucoup d'usines, et c'était on va dire, c'est d'ailleurs un des territoires le plus pollué en termes de sol en Île-de-France, parce que c'est là qu'étaient les différentes usines polluantes. Et donc, dans les vagues de désindustrialisation, ces usines ont disparu. Et pourtant, on est également un territoire qui est au sein d'une métropole économique très dynamique et avec aussi un dynamisme économique qui arrive. Le foncier étant un peu moins cher en Seine-Saint-Denis encore que à Paris ou dans d'autres départements franciliens, ce qui crée du coup un attrait pour des installations. Voilà, donc on a un décalage, on va dire, entre une population très discriminée, très pauvre, un territoire lui-même discriminé, et une vie économique et un dynamisme économique par rapport à des territoires qui, lui, est quand même plutôt poussé. Et donc, si on prend l'ensemble de ces aspects-là, euh, on, on voit bien qu'il y a une nécessité pour le département de réfléchir à ces conséquences-là pour avoir une politique d'insertion plus efficace. On a donc commencé à travailler la direction de l'insertion et de l'Observatoire des discriminations à un dispositif qui viendrait améliorer les dispositifs, les politiques d'insertion dans l'emploi, avec trois leviers à cette feuille de route qu'on a mis en place. La question de la formation, évidemment, des professionnels de l'insertion, la question de l'appui du conseil aux partenaires, de l'aspect réseau, partage de bonnes pratiques et des actions spécifiques pour les discriminations et les victimes de discrimination notamment. C'est comme ça qu'est structurée du coup cette feuille de route de lutte contre les discriminations ethno-genrées. Et donc ce réseau qui est du coup sera le premier départemental, mais qui existe à d'autres échelons, qui a été créé, des réseaux similaires ont été créés à d'autres échelons, notamment dans des métropoles. Il répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est de reconnaître que les discriminations sont un frein majeur à l'emploi, c'est-à-dire que acter définitivement que l'ensemble des études et des testings qui existent, qui montrent qu'il y a une discrimination, le prendre en compte comme une réalité et donc ne plus être dans un déni de ce point de vue-là. Euh, Adapter l'accompagnement, c'est-à-dire ne plus considérer, ce serait quand même sur cette seule situation-là, de considérer que les victimes sont responsables elles-mêmes du fait d'être victimes, et donc de changer cette logique-là en disant aux victimes de changer ce qu'elles peuvent ne pas changer et qu'elles sont responsables d'être victimes et qu'elles doivent contourner ça. Donc sortir de ce paradigme et changer cette logique-là dans l'accompagnement vers l'insertion. Je parlais de réseau de partenaires, il y a bien un enjeu de construire une culture commune parce que sur l'insertion, il y a de multiples acteurs et donc il est nécessaire qu'on ait des définitions communes sur ce qu'est une discrimination ethno-genrée et comment accompagner les victimes de discrimination ethno-genrée. Euh, il y a l'aspect mobilisation du droit pour à la fois accompagner les victimes, mais également pour changer peut-être des procédures qui parfois on pourrait se rendre compte que certaines procédures vont avoir tendance à provoquer ou faciliter la mise en place de discrimination. Donc, mobiliser le droit pour changer ces process. Mais également, il y a aussi une partie accompagnement psychosocial parce qu'on sait que les victimes de discrimination ne pourront pas toujours avoir gain de cause devant la justice et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un préjudice qui a été subi et un soutien qui doit être proposé. Donc, on y ajoute un soutien psychosocial et du coup donner des réelles réponses aux discriminations qui ont été vécues et le prendre en compte dans les processus d'accompagnement, ne pas nier que ça existe et le prendre en compte réellement dans les processus d'accompagnement.
Et donc pour ça, bah, il y a plusieurs outils, la formation des équipes évidemment, tout un processus de recueil, de signalement et d'analyse de situations des discriminations, un conseil et une orientation des victimes en fonction du coup de leur situation, une interpellation des employeurs ou des organismes qui pourraient être concernés pour les accompagner vers le changement ou s'il peut y avoir des procédures judiciaires également, et la création d'espaces d'échange pour les professionnels comme pour les victimes, pour qu'il puisse y avoir du coup un échange entre pairs et un appui entre pairs qui permettent d'améliorer le soutien et le suivi. Voilà comment on a construit globalement la logique de ce réseau, et Nabila et Dalila vous montrer plus précisément à la fois dans les chiffres et la façon dont il va fonctionner. Euh, du coup, pour s'emparer en fait de la question des discriminations ethno-genrées à l'emploi et du coup réfléchir à une action publique qui soit adaptée aux réalités du territoire, on s'est basé sur les résultats de différentes enquêtes qui ont été menées à la fois sur le territoire et à la fois au niveau national. Les enquêtes menées en Seine-Saint-Denis, ce sont principalement des enquêtes de perception des discriminations, donc qui montrent ce que les habitants habitantes ressentent et décrivent en termes d'expériences discriminatoires. L'enquête, enfin le baromètre Toluna-Harris, donc c'est le baromètre qui est commandé par notre observatoire des discriminations depuis 2019. C'est un baromètre qui montre en fait des grandes tendances entre 2019 et 2025. On voit des tendances en termes de critères de discrimination. Chaque année, depuis 2019, les premiers critères qui reviennent toujours sont l'origine, le lieu de résidence et la religion. On a aussi des tendances en termes de domaine de discrimination, puisque le monde du travail, pour 56% des répondants, et la recherche d'emploi pour 43% d'entre elles, sont les domaines les plus cités, particulièrement en 2025, et avec une augmentation globale et constante depuis 2019. Et si on prend ces résultats, mais aussi ceux qui ont été réalisés par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en 2023. On constate vraiment que l'emploi est un espace emblématique des discriminations en Seine-Saint-Denis et que l'origine est de loin le premier critère identifié. Ce constat, on peut aussi le faire au niveau national grâce aux enquêtes de testing qui montrent voilà, depuis très longtemps et de manière objective que les personnes racisées subissent des discriminations massives dans l'accès à l'emploi. Bon, ces testings, ils existent depuis les années 90. J'en ai mis quelques exemples plus ou moins récents. Il y a le testing de l'Institut Montaigne de 2015, dont je parlerai un peu plus en détail par la suite, sur le critère de l'appartenance religieuse. Le testing de 2021 qui montre que l'origine, le fait d'être perçu comme une personne nord-africaine impacte à 30% les chances de recrutement. Ou celui de 2023 qui là mesure les effets croisés entre l'origine, le genre et l'adresse sur l'accès à l'emploi et qui est assez intéressant puisqu'il montre que le fait de vivre en quartier populaire va constituer un avantage pour les personnes blanches, alors que pour notamment des hommes d'origine nord-africaine, eux, ils vont de toute manière être pénalisés par l'origine. Et puis par ailleurs, les inégalités raciales structurelles liées aux discriminations, elles sont aussi mises en lumière par des enquêtes statistiques de grande ampleur. C'est le cas de Trajectoire et Origine. Ce dont on se rend compte, c'est que pour les hommes et les femmes d'une même origine perçue, les mécanismes de discrimination diffèrent au niveau interactionnel comme au niveau systémique. C'est ça qu'on entend par discrimination ethno-genrée. Les hommes racisés, alors plus précisément perçus comme d'origine nord-africaine ou d'origine d'Afrique subsaharienne, et les femmes qui portent le foulard vont subir la discrimination la plus forte au moment plutôt de l'embauche. Et pour les femmes racisées de manière plus générale, la discrimination, elle va particulièrement se ressentir dans le cadre du travail. On va vraiment être sur un continuum des discriminations avec un ensemble voilà, de micro-agressions, de rapports de domination qui par la suite peuvent mener à de la discrimination au sens juridique.
Et puis, ben, au niveau systémique, on observe une division, pardon, à la fois genrée et raciale du travail. Euh, les discriminations et la notion de discrimination ethnogenrée, pour nous, elle nous permet aussi de prendre en compte bah, les discriminations religieuses, et notamment l'islamophobie dont font particulièrement l'objet les personnes perçues comme musulmanes. Là encore, il s'agit d'une réalité qui a été enquêtée, alors plutôt au niveau national, même si c'est un critère du coup, qui ressort de nos enquêtes de perception sur le territoire. En 2015, l'Institut Montaigne finance un testing qui a pour objectif donc de tester la discrimination liée à l'appartenance religieuse en se demandant qui d'un ou d'une candidate perçue comme juif, musulman ou catholique doit envoyer le plus de CV pour décrocher un entretien d'embauche. Et donc, l'enquête révèle l'existence d'une forte discrimination à raison de la religion. Lorsqu'on s'intéresse aux variables du genre et de l'origine, on voit que les hommes musulmans sont les plus discriminés et globalement plus discriminés que les femmes de la même appartenance religieuse qui ne portent pas le foulard. Quand le candidat catholique doit soumettre 5 CV, lettres de motivation pour avoir un entretien, son homologue musulman doit en soumettre 20, donc 4 fois plus. Euh, un testing plus récent, donc de 2024, s'intéresse à l'accès à l'apprentissage pour des femmes qui portent le foulard. Et donc, il montre que le port du foulard diminue de plus de 80% les chances d'obtenir une réponse positive à une candidature spontanée. Et enfin, une enquête de perception des discriminations religieuses a été réalisée donc cette année auprès d'un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes musulmanes en France hexagonale. Et donc on constate que les personnes musulmanes ou perçues comme telles font l'objet de pratiques discriminatoires globalement dans tous les domaines, y compris dans les services publics. Une personne sur deux déclare avoir vécu au moins une discrimination ces 5 dernières années. Et là encore, le domaine de l'emploi se démarque particulièrement, plus précisément la recherche d'emploi, qui est citée dans 51% des témoignages, dont 67% sont des témoignages de musulmans, musulmanes pratiquants et 60% des témoignages de femmes qui portent le foulard. Maintenant qu'on sait tout ça, se pose la question du coup du rôle des acteurs et actrices de l'intermédiation, mais aussi plus généralement de l'action publique en matière d'insertion, à la fois dans les mécanismes de production des discriminations, mais aussi dans les solutions à mettre en place. Donc c'est ce sur quoi le chercheur Olivier Noël travaille depuis la fin des années 90. Donc lui, il identifie plusieurs postures chez les professionnels en intermédiation. Globalement, on observe que les discriminations sont un fait social généralisé, mais qui reste très tabou. C'est-à-dire que si ces discriminations, elles pèsent sur les pratiques d'accompagnement à l'emploi, elles font l'objet uniquement de discussions informelles. On n'a pas d'approche plus globale, notamment en matière d'action publique. Et donc, il en arrive à la conclusion qu'il existe un mécanisme de coproduction des discriminations au cœur duquel les intermédiaires de l'emploi se trouvent. Donc nous, ce qu'on pourrait aussi désigner par la discrimination, ce qui participe à des discriminations systémiques. D'un côté, on a les entreprises partenaires qui vont formuler des injonctions discriminatoires, souvent rationalisées. En fait, l'acte discriminatoire est souvent rationalisé par des objectifs économiques de production et d'efficacité. Et de l'autre côté, on a les professionnels qui vont adopter différentes postures, soit présumer du bien fondé de l'argumentation de l'entreprise ou anticiper des réactions racistes de la part des employeurs, soit refuser les injonctions à discriminer, mais du coup ce qui met dans une position assez inconfortable pour dénoncer les discriminations. Et le résultat, c'est qu'on a un malaise en fait à aborder la question des discriminations avec les personnes concernées, ce qui vient créer du coup du silence des deux côtés. Euh, et c'est vrai que du coup, au regard de tous ces éléments, on pourrait se dire que ça suffit à justifier que nous, on décide de construire ce projet de réseau spécifiquement autour du critère ethnogenré. Pourtant, pendant notre première phase de configuration du réseau, on a fait face à des questions très récurrentes de la part des acteurs de terrain.
et des acteurs institutionnels qu'on retrouve beaucoup moins quand on travaille sur d'autres critères. Donc pourquoi ce critère uniquement et qu'est-ce qui légitime notre choix? En effet, pourquoi prioriser le critère ethno-racial croisé au genre? Ce qu'on voit, c'est que quand même ce critère il fait l'objet d'un paradoxe, puisque l'origine apparaît, on le voit comme un critère saillant dans les discriminations à l'embauche en France, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Et pourtant, on n'a toujours pas de politique publique dédiée et on a très peu de recours de la part des victimes. D'où peut-être du coup l'importance de considérer la singularité de la question raciale en France, au vu notamment de son histoire coloniale et esclavagiste. On voit que la question raciale, la question du racisme et des discriminations raciales demeure un tabou, du fait notamment voilà, d'une approche morale de ces sujets qui va centraliser la question de l'intentionnalité et donc invisibiliser toute la dimension systémique et politique de ces discriminations. Et donc on voit que la question ethno-raciale, elle porte véritablement une charge sociale et historique très forte. Et donc il y a un vrai enjeu de libération de la parole sur ces sujets. Sur les sujets de discrimination religieuse à l'égard des femmes qui portent le foulard, on voit une instrumentalisation de la loi de 1905 sur la laïcité pour venir justifier des pratiques discriminatoires qui sont renforcées d'autant plus par les flous juridiques qui ont été amenés par la clause de neutralité introduite par la loi travail de 2016. Et par ailleurs, ce qu'il y a d'assez particulier, Juliette en Griffon en parlait tout à l'heure, mais c'est que sur cette question particulière des discriminations liées à l'origine, on voit en fait une inversion de la charge de la responsabilité où les victimes deviennent coupables de leur échec, qui va souvent être imputé à un manque d'intégration dans une approche voilà, très essentialiste des publics. Et puis enfin, on fait face aussi à une mise en concurrence constante entre des critères de discrimination et donc souvent entre la race et le genre, alors même qu'on sait que, qu'on observe en fait une vraie complexité des rapports sociaux. La conséquence de tout ça, c'est que du coup, on a une difficile reconnaissance et légitimation de ce sujet au niveau des politiques publiques, des médias, mais aussi au niveau de certains acteurs et actrices de terrain. Donc voilà, il y a des résistances aussi à travailler. Mais par ailleurs, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que au-delà de ces considérations théoriques et sociologiques, ces discriminations, elles ont des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Euh, la première conséquence, évidemment, c'est qu'elles sont un frein, un véritable frein à l'emploi. Les personnes discriminées vont souvent finir par abandonner la recherche d'un emploi pour aller soit vers de l'auto-entrepreneuriat, c'est beaucoup le cas pour les femmes qui portent le foulard, soit vers des circuits d'emploi informels. Par ailleurs, le fait d'être discriminé à l'embauche, c'est aussi risquer d'être exclu de l'accès au logement, à la santé, aux loisirs. Donc, c'est aussi vraiment un continuum. Et ça devient aussi, de fait, une exclusion des cercles de sociabilité et de citoyenneté. Et on voit aussi que les discriminations ont des conséquences psychosociales. On parle notamment de trauma racial pour désigner voilà, les conséquences, les blessures à la fois psychologiques, émotionnelles, mais aussi physiques, qui sont causées par des expériences répétées de racisme, à la fois au niveau structurel et interpersonnel. Et donc, ces différents éléments, ils doivent être pris en considération lorsque nous, on pense l'enjeu de l'accompagnement des victimes et de la réparation du préjudice subi. Jusqu'à maintenant, les réseaux qui existent ont plutôt privilégié une approche juridique, avec l'idée que c'est par le droit qu'on répare les torts subis par les individus et qu'on change les pratiques au sein des organisations. Certains réseaux, je pense notamment à celui de Villeurbanne, revendiquent une approche dite politique et collective du droit qu'on aimerait nous aussi porter, et une approche notamment dans une dimension voilà, d'éducation populaire. Et puis nous, en plus du juridique, au regard de ce qu'on observe sur la difficulté à visibiliser et à légitimer le sujet des discriminations ethno-raciales, malgré encore une fois le fait que ce soit un phénomène massif, et puis au regard aussi des mécanismes de protection qui sont mis en place par les victimes, on pense que c'est essentiel de penser la réparation aussi sous le prisme psychosocial et de travailler notamment au processus de victimation.
Donc, c'est l'idée de se dire qu'accompagner les victimes sur la conscientisation et la légitimation de l'expérience discriminatoire, c'est aussi une forme de réparation en soi et une étape préalable ou parallèle à la réparation juridique. Et donc, pour nous, il s'agit aussi de prendre en compte les conséquences invisibles des discriminations qui viennent impacter les parcours d'insertion. Donc nous, c'est sur ce référentiel d'action qu'on se base pour penser le repérage des situations, l'écoute, l'orientation, l'accompagnement des victimes vers des professionnels à la fois du droit mais aussi du psychosocial, qui du coup sont formés dans cette optique-là. J'ai un peu trop parlé, désolée. Mais je laisse du coup la parole à ma collègue Dalila Benfeda sur la mise en œuvre opérationnelle du réseau. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, au vu de ce contexte spécifique du territoire de la Seine-Saint-Denis et de l'objectivation produite en masse par des chercheurs, des études, dans le cadre de la feuille de route départementale, on a choisi de pouvoir apporter une réponse concrète aux préoccupations de nos concitoyens par la mise en œuvre d'un réseau de lutte contre les discriminations ethno-genrées à l'emploi. Alors ce réseau, il ne s'est pas fait évidemment rapidement. Il est le produit d'une longue réflexion d'abord et d'une préfiguration donc de ce réseau qui a duré un peu plus d'un an, puisqu'on a commencé les échanges et la réflexion en juillet 2024 avec un travail en interdirection, notamment la direction de l'égalité de la citoyenneté, la direction de l'emploi, de l'insertion et de l'ESS, pour essayer de cadrer un projet qui réponde aux préoccupations et qui soit dans le cadre du domaine où s'expriment le plus les discriminations, comme l'expliquait Nabila Patel, à savoir l'emploi. Donc, chemin faisant, donc on a tout de suite réfléchi à identifier un partenaire qui serait pertinent et qui aurait une vision et vis-à-vis des publics et vis-à-vis de l'enjeu en termes de domaine. Très vite, nous sommes arrivés à choisir une association que l'IREV de Lille connaît bien, puisqu'il s'agit d'Iris Formation, le collectif Kif Kif, hein, qui est un collectif de lutte contre les discriminations au niveau national. Et voilà, on a du coup collaboré grandement avec la direction, donc en la personne de Monsieur Zamoussi et de son équipe, pour réfléchir à la manière dont on pouvait répondre à ces difficultés de territoire en associant le maximum de partenaires. Donc c'est ça aussi qui a été un des grands enjeux. Donc, on étire cette préfiguration sur un peu plus d'un an. On a choisi de vous montrer cette frise pour vous donner à voir un peu comment pas de l'idée au projet, mais d'une volonté politique à la réalisation concrète, on avait travaillé. Et donc, il nous a fallu, dans la même temporalité, pouvoir avoir tout un tas de rencontres, de partenaires, de réseaux, de chercheurs, de chercheuses, de spécialistes, d'intermédiaires de l'emploi, et on a consolidé le projet de feuille de route également grâce à des enquêtes de perception, enquêtes à destination de professionnels, mais également de publics eux-mêmes. Donc, durant toute l'année 2025, principalement, on a commencé à regrouper, à fédérer un groupe de partenaires plus volontaires sur la question, parce que sur ces sujets, effectivement, il faut vraiment de la volonté pour y travailler. Je vois défiler les questions dans le chat et l'intérêt que vous y portez. Vraiment, cet intérêt, il est au cœur aussi de la dynamique, tout en menant une action de formation des intermédiaires de l'emploi qui vont être au centre de notre réseau, tout en consultant, rencontrant, échangeant, aboutissant à une réflexion qui soit la plus juste, la plus pertinente et surtout la plus efficiente. Donc, vous voyez un peu se chevaucher sur cette frise et des formations et des réunions et des prises de contact, avec l'ambition effectivement de pouvoir avoir un réseau qui soit opérationnel
en 2026. C'est un événement de lancement qui devrait arriver très vite. Alors peut-être que ce que je vous dis est pas tout à fait clair par rapport à ce réseau. Ce que je vous propose, c'est de voir concrètement comment il va être constitué. Ah oui, alors avant cela, pardon. Oui, merci. Oui, tu peux aller effectivement à tu peux aller à la slide d'après. Oui, voilà. Alors, donc, j'évoquais l'idée d'interroger les personnes concernées, qui sont pour nous de deux ordres, les professionnels eux-mêmes en contact direct avec les publics, hein, de leur expérience et puis de leur connaissance du territoire, des difficultés. Donc, et puis aussi, l'idée, c'était de faire parler de commencer à faire parler du réseau. Donc, glaner de la première ressource très intéressante et en même temps pouvoir commencer à évoquer le réseau. Donc là, on vous a fait une extraction de quelques points résultant du questionnaire, mais on a, je le dis pour Alexandra Gricci, on a le rapport complet sur ces questionnaires qu'on pourrait transmettre si ça intéresse certains d'entre vous. Donc l'idée, c'était d'aller voir et les intermédiaires de l'emploi et les associations de lutte contre les discriminations déjà actives sur le territoire, principalement dans le champ de l'éducation, hein. On a quand même peu d'acteurs qui soient sur le champ de l'insertion ou de l'emploi. Et ce dont on se rend compte très rapidement, c'est que 70% des personnes interrogées, hein, intermédiaires de l'emploi, expliquent que les personnes accompagnées évoquent parfois ou souvent des discriminations, principalement liées à l'origine, la religion et l'âge. Donc, on retrouve effectivement en tête de gondole les mêmes critères que dans les études produites et autres baromètres. Ensuite, sur la sensibilisation, parce que Nabila nous a fait une introduction à tous les concepts et à tout ce qui se joue d'un point de vue sociétal, psychologique, en termes de trajectoire quand on parle de discrimination. Donc, ceci requiert de la formation, de l'échange, de la réflexion. Et je vois dans le chat que voilà, c'est à l'image de ce que ça peut provoquer toutes les réunions auxquelles on participe. C'est assez systématique. Cette question de la sensibilisation, de la formation est jugée comme insuffisante à 66% par les professionnels. Alors que bien sûr, c'est une action clé pour prévenir, repérer les discriminations. Par ailleurs, l'autre typologie de personnes interrogées, les associations, elles sont plus engagées évidemment dans la sensibilisation, contrairement aux intermédiaires de l'emploi qui le sont un peu moins. Sur la capacité d'écoute et de repérage, parce que c'est bien de cela dont il va s'agir à un moment donné dans l'accompagnement des personnes, c'est d'être en capacité, voilà, de pouvoir écouter, de repérer les discriminations. Ce ne sont pas des axes qui sont développés dans les formations initiales de chargés d'insertion professionnelle et ou socio-professionnels, d'autant qu'ils ont tout un tas de sujets à traiter. Et même s'ils se sentent capables d'accueillir la parole, ils le disent à 73% à peu près, mais seulement 46% savent vers quel partenaire orienter. Parce qu'une fois qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on en fait alors même que 70% des victimes ne signalent pas leur situation pour tout un tas de raisons, parce que les discriminations sont intériorisées d'une part, parce que la charge de la preuve étant tellement difficile, les personnes pensent que ça ne sert à rien et que ce serait dépenser de l'énergie pour rien. Euh, et également savoir vers qui se tourner, ce qui est une difficulté. Donc, il y a un vrai besoin de renforcer la chaîne dite de soutien et la visibilité des acteurs, actrices qui travaillent sur le sujet et qui sont en capacité d'apporter du soutien, des réponses. Sur l'action auprès des employeurs et des employeuses, Alexandra indiquait qu'il y a eu un webinaire dédié aux employeurs.
Mais en règle générale, 83% des structures, en tout cas sur nos intermédiaires de l'emploi, ne mènent aucune action, avec la difficulté que souvent la relation entreprise, elle doit être privilégiée, elle doit être renforcée, et qu'aller toucher les sujets de discrimination sont très délicats pour les intermédiaires, parce qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir trouver de l'emploi local. Donc, c'est vrai que ça, plus le fait que c'est pas forcément dans leurs compétences, fait que les actions envers les employeurs sont très très faibles. D'un point de vue interne aux structures, il est noté un manque de structuration chez les intermédiaires. 57% des structures n'ont pas vraiment de dispositif formalisé autour de ces sujets, et trois quarts des professionnels n'ont jamais été formés, que ce soit dans la structure actuelle ou précédemment. Des besoins forts exprimés en termes d'outils, de guides, de formation, référents, référentes. Ça, c'est un signal, nous, encourageant pour le réseau. Et puis, bien sûr, et essentiel, le rôle central du défenseur des droits pour l'orientation générale, avec 97% des structures qui le connaissent et qui le citent, ce qui n'est pas à l'image de la population nationale, mais c'est bien heureux que les professionnels puissent le citer. Alors, si on peut revenir juste 2 slides avant, Nabila. Merci. Un autre type d'enquête réalisée cette fois auprès des publics. Donc, on a eu l'occasion d'aller à leur rencontre lors de grands salons et forums qu'on organise. Donc, ce sont des salons qui regroupent pour le premier des milliers de personnes et pour les deux autres des centaines de personnes. On a réussi à collecter 228 réponses. Donc, on allait à la rencontre des personnes. On était très nombreux avec l'équipe d'Iris et mes collègues, pour aller un peu discuter à bâton rompu sur la base d'un petit questionnaire, mais à bâton rompu malgré tout, sur la perception des discriminations par les personnes. La première surprise, c'est que vraiment, il n'y a pas de frein à parler de ces sujets-là. Les personnes sont très ouvertes et sont presque demandeuses d'une écoute. On avait même installé des stands et voilà, on proposait des échanges. Donc ça, c'est fait assez naturellement. La quasi-totalité des répondants-répondantes perçoivent les discriminations dans l'accès à l'emploi, majoritairement liées à l'origine, au handicap et à la religion. C'est un sujet qui les inquiète, hein, ça revient aux conclusions du baromètre Toluna Harris Interactive, avec 79% qui se disent préoccupés par le sujet des discriminations lors de leur recherche d'emploi ou de formation. On n'a pas le temps de s'étendre ici, mais il y a bien sûr la cristallisation faite autour du CV, qui va être un focus d'une personne sur une page, et tout à coup vont se poser tout un tas de questions sur que vous connaissez, hein, photo, pas photo, adresse, pas adresse, université où j'ai fait mes études ou pas, etc., etc. Langue parlée, hobby, tout est sujet à interrogation dans le cadre de l'emploi. Et là, les mécanismes de coproduction qu'expliquait Nabila peuvent aussi se jouer ici avec non, il est préférable de pas mettre la photo, il est préférable de pas mettre l'adresse, etc. Sur l'expérience de discrimination, plus de la moitié des personnes interrogées estiment déjà avoir été victimes de discrimination dans l'accès à l'emploi, et 77% n'ont pas signalé leur situation de discrimination, considérant que c'était une démarche vaine. Alors à présent, le circuit, Dalila, est-ce que tu peux faire vraiment très très court? Parce que là, sur le timing, on est vraiment Ah, pardon. au-delà. Alors, Voilà, très merci. rapidement. Donc, l'idée, concrètement, comment ça se passe? Je m'excuse, Colline, je fais plus vite. Donc, l'idée, c'est que les CIP chargés d'insertion pro entendent un témoignage de discrimination ou repère, et qu'ils arrivent à le capter, à proposer à la personne de faire un signalement, donc à travers une fiche de signalement, pour pouvoir saisir le réseau. Ensuite, ces fiches sont envoyées à la clinique juridique de Paris 8. Hein, ce sont des étudiants en droit de Paris 8 pour faire une préqualification juridique ou psychosociale. Et puis, le réseau se réunit en comité d'action et de veille, recueille les signalements et va faire des propositions d'orientation
d'orientation. Si le dossier est assez solide, une orientation juridique sera portée avec une saisine du défenseur des droits et un ou une avocate partenaire. Si l'orientation est plus d'ordre psychosocial, la personne sera orientée vers un des dispositifs existants sur le territoire ou à proximité. Et puis, dans le cadre d'une orientation juridique, l'idée qui fonctionne bien dans les autres réseaux est qu'il y ait un courrier d'interpellation qui soit produit par le président du conseil départemental, Stéphane Troussel, qui interpelle la structure donnée, entreprise ou autre, sur la problématique et le cas de la personne. Et puis, ça c'est majeur pour nous, le dossier revient au chargé d'insertion pro ou socio-pro qui va expliquer l'orientation faite et les éventuelles suites, qu'elles soient politiques ou autres, à la personne victime de discrimination. Le réseau, très rapidement, un comité d'action et de veille que je vous ai présenté juste avant, donc concret, proactif, constitué de professionnels, et un autre comité, celui-là plus à vocation politique, qui s'inscrit dans le comité départemental pour l'emploi, qui est une nouvelle instance issue de la loi travail dont vous avez forcément entendu parler, qu'on complétera simplement avec des acteurs majeurs, DILCRA, défenseurs des droits et bien sûr nos autres partenaires. Et pour terminer, c'est bon, merci Davila. Et pour terminer, donc le lancement officiel du réseau de veille et d'action contre les discriminations ethno-genrées à l'emploi, auquel on va trouver un nom un peu plus attractif au tout début de l'année 2026. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre les questions plus à la fin pour enchaîner avec Ingrid, si tu es disponible. Je suis tout à fait disponible, Ok, alors bonjour heureusement. Ingrid. Ingrid est notre collègue du centre ressources IREV en Hauts-de-France. Tu es responsable du pôle prévention des discriminations. Et au-delà des missions du centre de ressources, d'animer les réseaux, d'accompagner la montée en compétences des acteurs, de produire des ressources, etc., vous développez une expertise assez intéressante depuis plusieurs années sur les discriminations. Et justement, pour aider au passage à l'action, l'IREV va développer une formation pour outiller les acteurs de l'emploi. Euh, J'aimerais que tu reviennes un peu sur le contexte de mise en œuvre de cette formation, nous donner un peu les principes et aussi les premiers retours et renseignements que tu pourrais nous partager sur le sujet. Et j'avoue, j'étais assez étonné de notre intervenante précédente sur le chiffre. Trois quarts des personnes n'ont jamais été formées sur le sujet. C'est assez important, je trouve. Est-ce que c'est les mêmes réalités de ton côté, Ingrid? Écoute, non, moi ça me surprend pas, hein, parce que la lutte contre la discrimination est très souvent perçue comme quelque chose d'accessoire parmi un certain nombre de d'injonctions, de difficultés et de mise en œuvre aussi, hein, dans des contextes assez sous pression, faut le dire aussi. C'est pour ça aussi que je pense que l'approche qu'on défend vise à déculpabiliser les professionnels surtout, et c'est le sens vraiment de l'approche pédagogique qu'on a essayé de construire. Maintenant, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de, alors à la fois d'entreprises mais aussi ce qu'on appelle la sphère un peu des intermédiaires qui s'en préoccupent. Je pense que Nathalie Robert sera la première à vous expliciter le contexte de la mission nationale, avec du coup un contexte aussi de labellisation. Donc, il y a des interstices qui se libèrent, je pense, et qui sont tout à fait possibles à investir. C'est justement ce qu'on voulait vous présenter, aussi en réaction à ce que Yannick Lortie a pu aussi présenter lors du premier webinaire. Je ne sais pas si tout le monde était là, mais en tout cas, il a produit une étude, hein, sur l'effet d'une séquence de formation, en précisant que finalement, ça n'avait pas trop
d'impact. Donc derrière tout ça, bien évidemment qu'il faut aller regarder de quoi on parle quand on parle de formation, sur le volume horaire, la manière dont c'est fait, avec quel objectif, hein. Je pense que le webinaire, il est vraiment sur cette approche systémique. Et dans l'approche systémique, c'est justement ce qu'on voulait évoquer avec vous, c'est comment on mobilise l'ensemble de la sphère des acteurs. Voilà. Donc, si tu veux, je peux dérouler quelques slides et puis voilà, je vais essayer d'aller hyper vite pour qu'on puisse aussi pouvoir Oui, merci avoir des... Ingrid. C'est vrai que le temps nous est un peu Ouais, contraint. Voilà, merci. je vais faire hyper vite. Donc, en tout cas, la volonté de l'IREF, c'est d'agir sur hop, alors, je vais essayer de passer la slide. Voilà, sur l'écosystème. Mais du coup, pour ça, il faut quand même pas mal de principes finalement, de se dire comment on peut avoir un effet sur bon, ce qu'on appelle les producteurs des discriminations, donc dans le domaine de l'emploi, qui ne sont pas que la question des employeurs, qui peuvent être aussi les intermédiaires aussi malgré eux. Et donc du coup, il y a un certain nombre de principes comme de pouvoir s'appuyer sur ce que disait l'intervention précédente, hein, sur toutes les études, les étayages nationaux, qui constituent des points d'alerte sur les phénomènes de discrimination, mais aussi sur les remontées des territoires qui organisent eux-mêmes aussi une objectivation des phénomènes de discrimination. Et ça, c'est vraiment important parce que on se situe là-dessus, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute aussi des professionnels qui sont les premiers concernés, avec aussi bien évidemment les victimes, les potentielles victimes, mais aussi pour justement faire émerger les problématiques qui vont permettre de détecter les risques de discrimination. C'est pas forcément toujours évident puisque les comportements sont quand même majoritairement inconscients et ça c'est quand même important à le dire pour pouvoir y travailler. Donc du coup, comment on peut faire pour agir sur le système d'acteurs? Bah, on a nous une démarche qui est assez enfin, je ne vais pas dire intéressante, hein, ça serait voilà, mais en tout cas sur laquelle on se pose pour avoir une forme de cohérence, c'est-à-dire d'avoir une forme de légitimité. La légitimité, ben, on la prend aussi en s'associant, en croisant les expertises avec nos partenaires. Donc, j'avais évoqué un peu, j'en dirais quelques mots après, l'expérimentation sur le volet autour du logement social. Comment on prévient une discrimination dans l'accès au logement social? Ben non, on a travaillé avec nos homologues de l'Union régionale Habitat. Là, on est en train de co-construire une démarche avec nos homologues sur l'emploi et questions de formation, d'insertion, le C2RP. Malgré quelques difficultés RH de leur côté, malheureusement, mais en tout cas, on n'est pas du tout au point mort. Donc, tout ça pour dire que c'est important de mobiliser l'ensemble de la chaîne d'acteurs. Tout à l'heure, il y avait quelques questions sur le chat, sur notamment la question du recrutement. Bon, bah, faut savoir que les discriminations dans le champ d'emploi, ils vont pas se poser que sur la question du recrutement. Ils vont aussi s'exercer sur l'accès au stage, sur l'avancement de carrière, sur la rémunération, sur un certain nombre d'éléments dans la vie professionnelle des personnes, par exemple. Euh, donc, du coup, l'idée un peu pour nous, c'est de pouvoir justement, via ces collaborations, de croiser ces expertises, mais aussi d'avoir des espaces de qualification et de dialogue. Et c'est vraiment un élément central sur lequel on veut insister, c'est de permettre aux professionnels de prendre du temps pour justement faire émerger ces problématiques. Et c'est pas si simple que ça. Il faut accorder du temps. On a quelques exemples récents aussi, notamment avec quelques missions locales, pour justement, bah, à partir des vécus professionnels, comme on peut le faire à partir du vécu des victimes de discrimination, de co-construire et de donner du sens au contenu que l'on va donner. Donc là, je reviens aussi à ce que pouvait dire Yannick Lorty sur la question de la formation, c'est qu'est-ce qu'on y met, comment on y travaille. Et donc, c'est cette idée de pouvoir co-construire. Donc, je vous l'ai dit, on a construit une approche pédagogique avec les acteurs du logement. Quand on parle d'approche plurielle, c'était du coup bailleurs sociaux, collectivités qui interviennent aussi sur les compétences logement, mais aussi les représentants de locataires. Vous voyez, donc c'est un peu cet exemple-là. Et on a un petit peu commencé à tâtonner avec nos collègues qui ont pu mobiliser, hein, parce que c'est aussi leur réseau de mobilisation, c'est pas forcément le nôtre, hein, du centre de ressources de la politique de la ville, à se dire, ils ont aujourd'hui des problématiques face à la tension
par rapport à l'offre de logement. Donc, on peut prendre la même chose sur la question du domaine de l'emploi, bien évidemment. Et il faut répondre à ces problématiques lorsqu'ils sont confrontés au phénomène de discrimination ou qu'eux-mêmes soient en situation aussi de produire des discriminations. Et donc, on a construit une approche pédagogique qui se porte là pour le coup sur un temps de travail de 3h30, donc c'est une demi-journée en gros, et qui propose une petite trame pédagogique qui vise à remettre du sens sur des termes. Donc on a un exercice sur des mots croisés, on a un exercice sur raccrocher aux critères correspondants. Ce que ça peut bien vouloir dire, la question de l'origine, la question du lieu de résidence, etc. On a un exercice sur un petit quiz par rapport à des situations réelles qui sont du coup extraites des vies professionnelles. C'est pour ça que la question de l'observation et de l'écoute est très importante pour avoir une cohérence de ce qu'on propose. Et nous, on amène les professionnels très rapidement par rapport à un cadre théorique. De quoi on parle quand on parle de discrimination? Qu'est-ce que l'on met derrière les critères? C'est quoi l'origine réelle ou supposée? C'est quoi une inégalité? C'est quoi la question de l'origine, etc., etc. Et on vient détricoter et aussi un petit peu, pas dédramatiser, mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, il y a certaines choses qui sont tabous. Quand on confond racisme et discrimination, bah oui, du coup, il y a certains freins à l'engagement et du coup de remettre une sémantique carrée derrière, entre guillemets, ça vient reposer des bases, sécuriser, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à amener les professionnels à comparer ce cadre théorique à leur pratique professionnelle. Et c'est tout l'enjeu de ce travail pédagogique. Voilà, je reviens très rapidement. Moi, je vous communique le PowerPoint et si vous avez besoin des supports, ceux-là pour l'instant sur le logement sont en open source, ceux sur l'emploi sont en cours. Voilà, et on en vient sur des mises en situation beaucoup plus profondes où ils doivent mobiliser un certain nombre finalement d'acquis et d'éléments de langage sur l'ensemble de la session de formation. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de très finalement déconnecté, mais complètement finalement intégré à un fonctionnement quotidien. Et l'ensemble des situations ont été co-construites avec les professionnels à partir des risques identifiés dans chacun de leurs professions. Donc, ça peut être la personne qui est en charge de l'accueil, comme ça peut être la personne en charge au DRH ou en charge de l'agence, etc. Vous voyez, ce n'est pas une question finalement de hiérarchie, mais bien de mobilisation de la chaîne des acteurs pour avoir une approche, ce qu'on peut appeler avec ces gros mots, plutôt systémique. Voilà, j'avance donc avec cette approche pédagogique qu'on copilote du coup avec nos homologues. Eh bien, on a aussi tout un tas de ressources qu'on vient joindre à ce petit livret pédagogique, qui reprennent 10 fiches à peu près ressources sur ce que je reviendrai après, les risques judiciaires, la définition, les articles de loi, la fonction des rôles, des rôles des préjugés, stéréotypes, etc., etc. Voilà, pour revenir finalement, ça produit des choses. C'est loin d'être parfait dans le sens où ce n'est pas une évaluation entre guillemets pilotée par un cabinet ou alors de manière très scientifique. On n'a pas du tout les moyens ni le temps de faire ça. En tout cas, nous, c'est vraiment ce retour d'expérience aujourd'hui avec 2 ans de fonctionnement, d'expérimentation et plus de 150 personnes formées d'horizons diverses et de se dire, voilà, à 80%, 79%, les personnes sont complètement satisfaites et se sentent mieux préparées dans leur exercice professionnel, quel que soit leur degré d'intervention et de décision finalement. C'est quelque chose quand même qui me semble assez intéressante et puis aussi en parallèle, ça produit quoi? Ça produit une prise de conscience. Parfois, d'être bienveillant, ça ne limite pas en fait les comportements discriminatoires. C'est très difficile à vivre en tant que professionnel, mais c'est aussi ce travail de comparaison entre un cadre théorique et ce que je fais. Et donc, c'est pas toujours forcément aligné avec le droit de la non-discrimination. C'est pas toujours facile, mais l'approche pédagogique permet entre guillemets de détricoter et de donner des leviers d'action qui vont être justement conformes et qui vont éviter, en tout cas, limiter le risque discriminatoire. L'approche, elle est citée comme qualitative, pragmatique aussi, avec ce que je vous ai dit, le rappel sémantique qui permet aussi d'éclaircir les choses.
Donc finalement, c'est assez inspirant pour nous en tout cas, et c'est vrai que oui, en travaillant sur les discriminations, le champ de l'emploi, il est pas, on l'investit bien évidemment, puisque notre sphère, c'est bien de mobiliser les acteurs publics et privés euh, qui peuvent être malgré eux producteurs de discrimination. Et donc cette slide-là, elle reprend finalement un petit peu une série de webinaires de temps fort où on a déjà participé d'ailleurs avec Nathalie Robert, qui pourra en dire aussi quelques mots tout à l'heure, mais sur les questions d'emploi et de discrimination et aussi la situation des habitants des quartiers prioritaires et notamment du public aussi plus jeune. On en est venu à un travail spécifique aussi en appui avec la mission nationale des missions locales sur la lutte contre les discriminations, une demi-journée de réflexion avec les quelques acteurs des Hauts-de-France des missions locales. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que du coup, on s'est inspiré de ce travail pour justement aller travailler une sorte de module de sensibilisation, de livret pédagogique. Là, pour le coup, on l'a travaillé sur une journée entière qui permettrait justement de transformer les pratiques et les systèmes. Donc, j'y reviendrai juste après avec l'idée justement, ce que je vous disais, d'avoir des espaces de dialogue, d'avoir finalement des temps qui permettent de se poser sur son quotidien professionnel. C'est là que les professionnels vous disent, ah oui, lorsque l'employeur en fait m'appelle pour positionner des jeunes et qui me dit en fait qu'il veut pas de filles parce qu'elles seront pas capables au sein de la boulangerie de porter les sacs de farine, bah oui, en fait, là, effectivement, en fait, il y a une injonction discriminatoire et comment déjà de le détecter, c'est déjà très bien. Et comment j'y fais face? Est-ce que je peux dire comment je peux le dire et comment je le travaille en interne et aussi avec mon réseau d'acteurs. Donc il y a plein de questions qui se posent qu'on essaye de travailler. Vous vous doutez bien qu'en une journée, on n'arrive pas à tout faire, mais en tout cas, ce qu'on arrive à faire, ça reste en tout cas pour le moment assez satisfaisant, même si on vient de démarrer sur cet enjeu-là. Et donc, du coup, dans les principes pédagogiques, bon, bah voilà, vous l'avez compris, le cadre légal, les principes, les principales notions, références juridiques, définitions, mais aussi c'est se positionner, développer un argumentaire et c'est aussi mobiliser des nouvelles connaissances. Voilà, donc une journée, 5 séquences, je ne reviens pas forcément sur le contenu, ça reprend le même principe pédagogique adapté aux questions d'emploi. Donc, sur la question des définitions, ça ne change pas grand-chose. Hein. Une discrimination reste une discrimination. On revient sur des termes clés autour effectivement des préjugés, stéréotypes, discriminations, critères, etc., etc., pour remettre du sens derrière ces mots que peut-être on peut entendre et qui sont parfois aussi formulés dans des documents cadres, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà. Et puis voilà, on revient sur la question des critères. C'est aussi important, ça a l'air hyper simple et ça l'est comme exercice très très simple, mais finalement de revenir sur les critères, se dire ah oui de dans tel cas la mobilisation de l'appartenance religieuse c'est une discrimination. Bah oui effectivement il peut y avoir un risque de discrimination et donc ça permet aussi de revenir sur des notions essentielles sans se dire qu'on va avoir une approche exhaustive ou qu'on va avoir une approche juridique des situations, puisqu'en aucun cas, on a cette compétence-là. Et puis, ce qui me paraît intéressant quand même à vous dire, c'est qu'on en arrive aussi à un travail, ce qu'on appelle nous du coup un petit quiz d'autopositionnement, où on a ciblé 10 questions qui permettent de vérifier si les professionnels ont bien compris en fait les éléments à peu près un petit peu théoriques. Et donc on vient sur des situations qui peuvent être vécues, hein, donc qui sont extraites de la vie professionnelle, et on voit avec eux quels sont les éléments en fait de langage qu'on peut mobiliser. Par exemple, oui, effectivement, est-ce que l'employeur ou la personne en charge du recrutement, elle a toute la latitude pour choisir son ou ses candidats. Et donc derrière, on revient sur des termes ou des choses extrêmement encadrées qui vont permettre de les aiguiller. C'est la même chose, par exemple, sur les organismes privés. Est-ce qu'ils ont le droit d'exiger de leurs employés la neutralité et d'interdire, par exemple, le port du voile? Vous voyez, donc on vient remettre des choses sur la question des clauses de neutralité, sous certaines conditions, sur quelles conditions, des règlements intérieurs, le cadre de la laïcité, etc. Et ça vient vraiment aiguiller les professionnels dans l'ensemble de leurs décisions et ce à quoi ils peuvent être aussi malheureusement confrontés. Ne rien dire, c'est coproduire la discrimination et ça, on le rappelle
aussi, sans incriminer, mais en tout cas en disant, bah voilà, la démarche de prévention passe par la pédagogie et ça me paraît aussi intéressant, complémentaire à ce qu'on peut le faire sur un volet beaucoup plus poussé sur la lutte contre les discriminations avec tout le système, par exemple, qui vous a été présenté juste avant. J'en termine sur la question, la fin de ce travail pédagogique qui vient sur une situation. Enfin, il y a plusieurs situations qui ont été étayées, qui sont beaucoup plus larges cette fois, qui prennent différents cas. Mais là, celle qu'on a travaillée dernièrement, c'est voilà, une injonction à discriminer de la part d'une entreprise. Bon, bah, faut savoir que beaucoup de professionnels ont du mal à se positionner. C'est normal, il y a pas mal de dilemmes qui sont posés auprès des professionnels. L'intervenante juste avant en parlait sur difficulté à agir de peur d'écarter les jeunes concernés, par exemple, de la situation potentielle d'emploi. Et pourtant, ils disposent des compétences. Et voilà. Et du coup, il y a ces injonctions paradoxales qui se formalisent, qu'on a réussi à capitaliser auprès des professionnels et on les met en situation. On prend une situation test, justement ce que je vous évoque, on éclaircit ce qui pose comme dilemme, on pose un questionnement qui va permettre d'élargir la posture, c'est-à-dire quels sont les risques encourus pour les jeunes, pour les professionnels, pour l'entreprise concernée. En tout cas, là, dans la situation que je vous évoque. Quelle posture adopter auprès des jeunes et ou face à l'entreprise. Et en interne, comment on peut renforcer la vigilance, parler, traiter des comportements discriminatoires. Donc voilà, on a capitalisé une fiche expérience là-dessus qui va avec le kit pédagogique. On compte avancer sur cette démarche et en formaliser un peu plus. Là, en l'occurrence, on a travaillé avec les acteurs des missions locales, mais ça peut être tout à fait adapté à tout autre intermédiaire, en fait, et aussi au secteur des entreprises aussi. Hein. Donc, voilà, c'est pas figé. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a également le volet ressources qui est travaillé, qui mériterait aussi d'être enrichi. Ça va venir, notamment sur la question des discriminations et des effets sur la santé, et aussi, par exemple, la gestion des propos à caractère discriminatoire. Voilà pour l'essentiel de l'intervention. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un impact, d'interroger les systèmes, les fonctionnements, sans incriminer, mais plutôt d'accompagner. Ce modèle qu'on a essayé de calquer un petit peu sur ce qu'on a fait sur la question du logement social fonctionne plutôt bien, même s'il ne peut pas répondre à tout, même s'il comporte plein de limites. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on voit l'approche systémique et qu'on essaie de travailler, en tout cas pour le moment, à l'échelle des Hauts-de-France avec l'ensemble des acteurs autour de l'insertion de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup Ingrid, c'était vraiment très intéressant et on attend avec plaisir un retour sur le celui de l'emploi. Du coup, on est même prêt à le tester, je pense, dans l'équipe. Ça va être très prochainement en ligne. Alors, Ok, voilà. très bien. Je laisse la place à mes collègues pour la suite et puis on se retrouve pour les questions en fin de séquence. Merci beaucoup Ingrid, merci Fred. Du coup, on va accueillir maintenant Nathalie Robert, donc, qui est directrice de la mission locale du canton de la Ciotat et qui est aussi pilote de la mission déléguée lutte contre les discriminations de l'Union nationale des missions locales. Nathalie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ce que je vous Ok. propose aussi, bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de vous partager, en fait, c'est juste 3 slides, mais ça va permettre aussi surtout de rentrer en résonance par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que vous le voyez, du coup, le slide? Oui, je ne sais pas Oui, si on voit ou pas. on voit tout bien. Bon, très bien, on le voit en plein écran? Ouais, Oui, bon, parfait. Donc, effectivement, je suis directrice de la mission locale du canton de La Ciotat, qui est une petite mission locale. Et la mission déléguée dont je vais vous parler de l'Union nationale des missions locales, c'est un financement État confié à l'Union nationale des missions locales. Par rapport aux présentations précédentes, notamment du conseil départemental, on va dire qu'on est à l'inverse d'une politique publique. En fait, c'est une action qui a eu lieu sur un territoire, qui ensuite a eu un essaimage au niveau régional et qui en plus et ensuite est remonté au niveau national
pour faire une action de l'UNML. Donc, c'est important aussi de préciser qu'il y a un copilotage aussi avec Olivier Noël de l'ISCRA, puisqu'il a été aussi cité dans les 2 précédentes interventions. Et l'enjeu, effectivement, pour le réseau des missions locales, ça a été de partir de ces travaux de recherche, des travaux de recherche d'Olivier Noël, qui nous a beaucoup alimenté dans le réseau des missions locales. Et ensuite, ces travaux de recherche ont mené une recherche-action qui a entraîné des expérimentations et maintenant un essaimage national. Donc, c'était vraiment important d'y faire référence, puisque ça a été vraiment la genèse, en fait, du travail national aujourd'hui des missions locales. Alors, comment ça a démarré? Bah, tout simplement avec les travaux d'Olivier Noël dans les années 98-99. Moi, à l'époque, j'étais toujours directrice de la mission locale de la Ciotat. Et on s'est dit, naturellement, on était sur les premiers IQUAL. On était à l'époque, l'ensemble des... on se souvient sur les transpositions dans le droit français des directives européennes, c'était un petit peu nouveau, quoi, IQUAL. Et on s'est dit, bah oui, les missions locales reçoivent des jeunes qui sont confrontés à ces questions de discrimination. Les entreprises discriminent, donc eh ben, écoutez, on va aller travailler en direction des entreprises qui discriminent. Et rapidement, les travaux d'Olivier Noël nous ont beaucoup parlé, puisqu'il a commencé à dire ben, non, il y a de la coproduction, c'est pas uniquement la question des entreprises, mais c'est la question de l'ensemble, quoi, les discriminations, c'est un système où chacun coproduit. Et pour nous, les missions locales, ça a été quand même une révélation, puisqu'on s'est dit peut-être qu'avant d'aller voir ce que les entreprises faisaient, il fallait aussi balayer devant nos propres portes. Et c'est vrai que ces travaux qui concernaient les intermédiaires du marché du travail nous ont beaucoup en fait parlé, puisque c'était aussi le quotidien des missions locales. Alors là, à cette époque, à partir de 2000 jusqu'en 2006, c'est plus au nom de la mission locale de la Ciotat, mais à partir de 2007, on a une particularité en PACA, c'est que certains directeurs sont détachés au niveau de notre association régionale des missions locales. Donc, naturellement, à partir de 2007, pardon, ce qu'on avait mis en place au niveau local, on l'a mis en place au niveau régional, tout simplement, puisqu'à l'époque, il y avait un directeur du FACILD, Henri Dardel, pour ne pas le citer, qui nous avait dit, vous êtes 2-3 un peu premiers de la classe en matière de lutte contre les discriminations, est-ce que vous êtes capable d'embarquer le réseau des missions locales? Et en PACA, on est 28 missions locales. Donc, naturellement, les travaux d'Olivier Noël, qui étaient dans un premier temps notre source de travail au niveau local, c'est-à-dire des actions en direction déjà des intermédiaires du marché du travail. On en a beaucoup parlé, la question de la sensibilisation, la question de la formation, mais pas que. On s'est rendu compte rapidement que si on voulait avoir un vrai ancrage dans les actions qu'on menait, il fallait que ces questions de formation et de sensibilisation soient aussi raccrochées à des actions concrètes en direction des jeunes. Et on a vu aussi que naturellement, c'était important de pouvoir mettre en place avec les jeunes des espaces en fait de discussion. Donc, on va voir tout à l'heure sur ce qu'on met en place en interne du réseau des missions locales, qu'on nomme, nous, atelier participatif de lutte contre les discriminations. Mais pareil, c'était les travaux d'Olivier Noël qui nous ont alimentés pour nous dire si on veut mettre en place, si on veut prévenir et lutter contre les discriminations, si on veut passer de la coproduction à l'action et à la prévention des luttes contre les discriminations, il faut d'ores et déjà mettre en place des actions en direction de nos équipes, des intermédiaires du marché du travail, en direction des jeunes, libérer la parole, créer des espaces où les jeunes puissent s'exprimer par rapport à ça, puissent avoir des lieux aussi où ils peuvent aussi développer ce que nous on appelle dans notre réseau le pouvoir d'agir, mais aussi ensuite des actions en direction des entreprises, puisque bien entendu, dans cette approche systémique, le monde de l'emploi des entreprises a de l'importance. Donc voilà ce qu'on avait développé à partir de 2007. L'enjeu aujourd'hui de la mission déléguée que je vais vous expliquer, qui est passée effectivement par une période d'expérimentation dans le cadre du fonds d'expérimentation de la jeunesse, ça a été de développer le pair à pair. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a constaté dans beaucoup de réseaux, vous avez un financement, vous avez un prestataire, vous faites. Le jour où il n'y a plus de financement, vous n'avez plus de prestataire et vous arrêtez. La force de ce qu'on a commencé à développer à partir de 98-99, c'est qu'on a internalisé des compétences dans le réseau des missions locales. On a voulu rendre autonomes les missions locales pour que sur ces actions de prévention et de lutte contre les discriminations, il y ait un ancrage
totale dans la mission locale, que ça soit pas juste une action spécifique, mais que ça fasse partie vraiment des compétences socles portées par les missions locales. Donc cette question de l'autonomie, elle est aujourd'hui essentielle et importante, et on va le voir dans le déroulé de ce qu'on propose. Ce dont je parle aujourd'hui, bien sûr, il y a un groupe projet, c'est pas uniquement la mission locale de la Ciotat. Tout à l'heure, on a parlé bien entendu d'Olivier Noël, de ses travaux et de son rôle de copilotage aujourd'hui, mais on travaille aussi avec un cabinet juridique, Lex Egalis. On a parlé dans les 2 premières interventions aussi de la question du droit, qui est centrale aussi, et la mission locale de Marseille sur un des volets qui est l'essaimage des ateliers participatifs. Donc, à partir de 2019, on met en place des actions au niveau national et peut-être vous le dire aussi, en parallèle, on a expérimenté cette approche interne au réseau des missions locales au niveau PACA sur les acteurs de la politique de la ville. Et ça a été en fait transférable assez facilement, puisque sur le volet formation des salariés, des intermédiaires du marché du travail, ben là, on a transformé en formation des acteurs de la politique de la ville. Sur le volet mise en place, essaimage d'ateliers participatifs, animation d'ateliers avec les jeunes pour qu'ils puissent parler des discriminations à partir du photolangage, ben, c'était des ateliers participatifs en direction des habitants. Et sur le volet entreprise, on était là aussi sur des entreprises qui intervenaient ou pas d'ailleurs dans les quartiers politiques de la ville. Donc aujourd'hui, la mission déléguée, très concrètement au niveau national, c'est quoi? C'est déjà une charte nationale d'engagement du réseau des missions locales, donc qui a été signée en mai 2022 à Marseille, dans le cadre d'un séminaire national en présence de Claire Hédon, qui reprend en fait, qui montre l'engagement du réseau des missions locales. Nous, missions locales au niveau national. Alors, les missions locales, c'est quoi aujourd'hui quand même? Je voulais le dire en introduction. C'est 426 missions locales, c'est 15 000 salariés, c'est plus d'1 million de jeunes reçus chaque année. Donc, il y a un enjeu très important puisqu'on est sur, je crois, je l'avais noté, 6 800 points d'accueil. Donc, on est au plus près des territoires des jeunes. Donc, cette charte nationale, elle a une importance parce qu'elle montre qu'au niveau national, l'ensemble des missions locales a une charte qui parle de cette prévention et de cette lutte contre les discriminations avec l'approche systémique dont on a parlé. Et ce qu'on propose même aujourd'hui à chaque mission locale qui le souhaite, c'est contresigner cette charte nationale pour montrer aussi, puisqu'on est à 426 missions locales, donc c'est des établissements indépendants et autonomes avec leur propre conseil d'administration, leur gouvernance. Et cette question aussi de l'ancrage territorial dans le déploiement des actions, il est aussi fondamental. Donc la mission déléguée, elle propose quoi? Bon, vous avez effectivement les 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure. Donc des formations en présentiel, pour les missions locales qui le souhaitent. Donc, 2 types de formations. Une qui s'appelle Comprendre les enjeux de la lutte contre les discriminations avec l'ISCRA. C'est Olivier Noël qui intervient. On verra tout à l'heure sur l'approche quantitative, donc qui accompagne du coup le réseau des missions locales depuis 25 ans maintenant. Et un second module de 2 jours sur accompagner les entreprises à objectiver les critères de recrutement. Ça, c'est fondamental, c'est important, c'est primordial. Ce qu'on a mis en œuvre par rapport au nombre très important, au mouvement qui est en train de se mettre en place dans les missions locales, c'est aussi une approche en distanciel, des webinaires de sensibilisation en intra des missions locales, parce que tout simplement, on ne pouvait pas répondre aux besoins de formation et à toutes les sollicitations. Et donc, ces modules ne visent pas à remplacer en fait les formations. C'est plutôt un préalable aux formations et ça permet de poser aussi la question en interne des missions locales. Donc, c'est un cycle de 3 séminaires, de 3 webinaires, pardon. Le premier est animé par Olivier Noël, c'est comprendre les enjeux de la lutte contre les discriminations. Le deuxième, il est animé par Lex Egalis. On est plutôt sur la question juridique qualifiée et aussi le lien avec l'entreprise. Et un troisième webinaire est avec Biram Sambé, qui anime des ateliers participatifs à la mission locale de Marseille et qui anime ces webinaires. Ça, c'est le premier pilier qui, pour nous, permet d'avoir un ancrage dans chaque mission locale. Ce qu'on indique aujourd'hui aussi aux collègues,
par rapport aux premières années d'expérimentation au niveau national, c'est qu'on ne peut pas partir sur un des trois piliers et faire par exemple que de la formation des salariés, ou faire que des actions en direction des jeunes, ou faire que des actions en direction des entreprises. Si on veut que ça marche, parce que maintenant on a quelques années de recul, il faut vraiment que les structures s'engagent sur les trois niveaux, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. C'est-à-dire une mission locale qui nous dirait non, moi, l'enjeu c'est uniquement de former mes équipes et puis voilà, le reste on verra plus tard. On sait que sur du moyen terme ou du long terme, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que, c'était dans le slide précédent, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que bon, le réseau des missions locales a sa propre démarche de labellisation. On ne va pas parler de certification, mais c'est une labellisation en interne. Il y a 35 critères, il y a différents axes. S'il y a des collègues aujourd'hui qui sont connectés, ils le savent. Le critère 10 de la labellisation, c'est le critère prévenir et lutter contre les discriminations. Et dans ce critère, on retrouve aussi cette approche systémique dont on a parlé dans les différentes interventions et qui est vraiment notre base de travail au niveau de cette mission déléguée lutte contre les discriminations, action en direction des salariés des missions locales, vraiment balayer devant sa propre porte, réfléchir, internaliser des compétences, pas uniquement sur un référent discret, mais aussi sur un collectif de travail qui est en capacité à susciter la parole aussi des jeunes, puisque le véritable enjeu, c'est aussi faire en sorte que les jeunes se sentent légitimes et le sentiment d'être reçus dans une structure où on peut parler de ces questions-là. Les précédentes interventions ont parlé, c'est une vraie violence. Ça impacte l'estime de soi, ça impacte l'insertion professionnelle des jeunes. Un jeune qui est victime de discrimination, à un moment donné, il va se décourager. Et effectivement, peut-être que le jour où il y aura un rendez-vous, eh ben, il va se dire, c'est pas la peine, j'y vais pas. De toute manière, c'est pas moi qui serai pris. Donc, ça veut dire que le travail avec les équipes permet aussi de vraiment bien définir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'insertion sociale et professionnelle et qu'est-ce qui est de l'ordre de la prévention et de la lutte contre les discriminations. Donc, si on n'a pas des équipes qui sont suffisamment formées, pas uniquement sensibilisées, formées, on peut passer à côté de cette question de comment on crée des véritables lieux d'accueil où les jeunes se sentent légitimes pour en parler. Les ateliers participatifs, ça fonctionne bien. Nous, ce qu'on propose au niveau national, c'est d'accompagner à partir d'un photolangage qu'on a travaillé avec Olivier Noël. Mais ensuite, peu importe, chaque structure peut avoir ses propres outils. Certains sont allés même plus loin que le photolangage. Certains sont repartis sur des expositions, des clips, du cinéma, peu importe. En tous les cas, il faut créer les véritables conditions d'écoute avec les jeunes. Sur le volet entreprise, entre le moment où on a expérimenté dans le cadre du FEJ, où d'ailleurs il y avait eu l'évaluation aussi de M. Lorty, et maintenant on a changé. Dans le cadre du FEJ, on était plutôt sur des interventions, des formations d'une journée en direction des entreprises, objectiver les critères de recrutement. On était dans une logique de prestation. Et puis, une fois que le financement ou la prestation était terminée, on repartait et tout était un peu terminé. Ce qu'on met aujourd'hui en œuvre maintenant dans le cadre de la mission déléguée au niveau national, c'est qu'on internalise et on accompagne aussi les missions locales à animer des workshops entreprises. Et en fait, c'est des actions qu'on avait d'ailleurs expérimentées dans le cadre de l'action politique de la ville, lutte contre les discriminations. C'est assez simple, 5 jeunes, 5 entreprises. C'est des jeux de rôle. Les jeunes se mettent à la place des entreprises, les entreprises à la place des jeunes. Et à partir de ça, eh ben, on travaille sur c'est quoi une discrimination, comment on peut la prévenir, en tant que jeune, qu'est-ce on peut mettre en place, etc. Et là aussi, le véritable enjeu pour nous, c'est vraiment d'accompagner les missions locales pour qu'elles puissent être autonomes ensuite dans la mise en œuvre de ces workshops entreprises recrutement inversé. Dans le cadre de la mission déléguée aussi, on en a parlé, en distanciel, on met en place aussi des appuis juridiques et des webinaires juridiques parce qu'on se rend compte que la question du droit, elle est primordiale, elle est essentielle. Alors nous, en PACA, on a un autre dispositif
qui est hors mission déléguée, de permanence d'information juridique sous forme de hotline. Mais là, dans le cadre de la mission déléguée nationale, on est déjà plutôt sur des webinaires du droit de la non-discrimination, de petit à petit accompagner le réseau des missions locales et en particulier les référents lutte contre les discriminations à avoir en fait en fait une veille et j'allais dire des compétences aussi, mais en tous les cas des piqûres de rappel régulières sur le droit de la non-discrimination. Donc là, on en a fait 3 cette année et si la mission déléguée perdure l'an prochain, on souhaiterait les avoir tous les mois, voire tous les 2 mois. En 2025 aussi, on a créé un réseau de démultiplicateurs, ambassadeurs, puisque, bon, Ingrid Dequin le disait tout à l'heure, c'est important le plus possible, que ça soit sous forme de webinaire, dans une région, avec un collectif, etc., d'essaimer, de démultiplier. Il y a encore beaucoup de travail, quoi. Bon, on y travaille depuis 25 ans, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et c'est vrai qu'on s'est dit que mettre en place des missions locales ambassadeurs, des multiplicateurs qui ont en fait développé cette expertise au fil du temps avec nous entre le FEJ et la mission déléguée et qui ont développé surtout les 3 piliers, formation en interne, action en direction des jeunes, action en direction des entreprises. Ça nous paraissait important puisque bah voilà, de la Ciotat, on peut pas, il y a 429 missions locales à faire, c'est quand même un peu compliqué. Donc les 8 premières missions locales, Haute-Garonne, Centre-Est, Savane-Guyane, donc ça c'est aussi pour tous les territoires ultramarins, la mission locale de Moulins, de Paris, Saint-Nazaire, Ouest-au-Var, Lunel, Puy-en-Velay. Donc là on s'aperçoit qu'on a des missions locales dans des territoires différents, de tailles différentes, certains c'est urbain, semi-urbain, rural, peu importe. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des discriminations liées à l'origine. Ça a été ça aussi qui a été le démarrage de notre action en PACA, puisque les jeunes des missions locales en sont particulièrement victimes. Aujourd'hui, on le dit, on le sait, mais je peux vous dire qu'il y a 25 ans, en 98, 99, au démarrage, c'était un peu plus compliqué. Le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence ou d'hiérarchie dans la lutte contre les discriminations. Donc, dans les ateliers participatifs avec les jeunes, on intervient sur les 25 critères. On n'intervient pas uniquement sur un critère ou sur un autre. On fait le choix d'intervenir sur les critères que les jeunes retiennent lorsqu'ils choisissent des slides dans le cadre du photolangage. Et bien entendu, la question de l'origine, la question de la religion sont des critères qui reviennent quasi systématiquement, quelle que soit la taille et le lieu des missions locales. Voilà. Voilà, sur les démultiplicateurs. Alors, rapidement, un slide qui n'a pas été mis à jour puisque c'était prévu pour le séminaire qu'on avait fait l'an dernier à la Ciotat, mais on voit quand même l'évolution. 2019-2022, on était dans le cadre du FEJ, Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. À partir de 22, on a été, bon, pour 2022, on a été à la fois dans le cadre du FEJ et de la mission déléguée. Et ensuite, on voit sur la seconde carte 2024, au milieu, les 6 années d'essaimage, 800 salariés formés. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce que ça montre que n'importe quel réseau, un réseau peut s'emparer. Quand je vous dis former, là, on parle de modules de formation de 2 jours avec Olivier Noël, l'ex-Egalis, ou Olivier Noël de l'ISCRA ou Frédéric Bertucci de l'ex-Egalis. On n'est pas sur les modules de sensibilisation. 72 modules, 73 essaimages d'ateliers participatifs, avec une démarche en présentiel aussi qui permet en fait, je suis passée un peu vite tout à l'heure, mais par ce pair à pair d'internaliser des compétences dans la mission locale, c'est-à-dire qu'on vient sur un site, on vient sur une mission locale, le collègue de la mission locale de Marseille co-anime avec un conseiller de la mission locale accueillante, un atelier participatif, avec l'enjeu que lorsque la mission déléguée quitte la mission locale soit en capacité à animer seule les ateliers participatifs. Ça fonctionne, ça marche, on l'a vu. Donc 480 salariés sensibilisés. Et sur le volet entreprise, les formations, c'était dans le cadre du FEJ et ensuite les workshops entreprises, c'est dans le cadre de la mission déléguée. Voilà rapidement sur ce qu'on essaye
de développer dans le réseau des missions locales. C'est un exemple concret de tout ce qui a été dit, me semble-t-il, par rapport aux deux précédentes interventions. Merci. Oui, Et, effectivement, Nathalie, c'est et très, voilà. très inspirant et c'est vrai que ça nécessiterait de le démultiplier. On voit bien qu'il y a des outils qui sont proches et qui peuvent se nourrir les uns des autres. En tout cas, je pense à Ingrid notamment et des bonnes pratiques à SME. Je suis vraiment navré parce qu'on arrive vraiment à la fin. Je vais peut-être laisser la parole pour deux, trois questions max pour des questions de précision ou des apports complémentaires. Et après, on sera obligé de vous laisser. Nous aussi, on aurait aimé rester un petit peu plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On s'est engagé, on tient parole. Je vous laisse peut-être sinon, Colline, est-ce que tu avais repéré des questions dans le chat Il y en a une qui apparaît. Non, même pas. Bah, du coup, non, puisque, enfin, en tout cas, sur la dernière intervention, il me semble que les dernières questions, il y avait plutôt eu des réponses directement dans le chat. Et j'avais laissé un message en disant que s'il y avait des questions, on pourrait, si on n'avait pas le temps d'y répondre, on pourrait y répondre plus tard. Et il n'y a pas eu de demande de précision. Donc, j'ai l'impression que. Tout est clair dans ce cas. Eh ben, franchement, super, bravo à tout le monde, on est dans le temps, dans les temps. Je crois qu'on avait un petit frama qu'on nous a fait passer tout à l'heure pour l'émargement. D'ailleurs, si c'est pas fait, on vous invite à le remplir et on vous posait quelques questions également pour nos prochains webinaires, s'il y a des sujets que vous auriez aimé traiter. Et je crois qu'il y a quand même une question, si on peut la prendre, Pauline. Avez-vous remarqué quand même une amélioration dans les entreprises? Donc, je pense que c'est adressé à Nathalie. Euh, oui, oui, j'ai encore le micro. Euh, Est-ce que... Alors, oui, oui, oui et non. Par rapport à... euh, il y a eu une grosse évolution. Si on prend les 25 ans et tout ce qu'on a mené dans le réseau des missions locales, on est passé d'une période où on n'en parlait pas, où c'était tabou. Aujourd'hui, c'est plus tabou. Donc, j'ai envie de dire, plus on en parle, mieux c'est. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, même les entreprises, lorsqu'elles viennent faire le workshop entreprise, en fait, il y a une parole qui est beaucoup plus libérée. Donc, oui, en 25 ans d'action au niveau des missions locales, il y a eu une évolution. Par contre, il y a encore du boulot. C'est évident qu'il y a encore du boulot et que on est à mi-parcours, quoi. Voilà, on est à mi-parcours. On est des poils à gratter, on met en œuvre. Oui, il faut continuer à former les intermédiaires. Et j'ai envie de dire, avant d'aller même en direction des entreprises, continuons aussi à former les intermédiaires. Quoi, l'enjeu, c'est qu'il n'y ait jamais plus aucune offre discriminatoire qui arrive dans le réseau des missions locales. Déjà, là, quand on aura ça, donc oui, oui, il y a eu un changement, mais non, il y a encore du boulot. Donc c'est un oui et un non. Merci Nathalie. Bon, bah, ça va être un peu le mot de la fin, un travail incessant, continuel, pour rien lâcher. Donc bravo en tout cas à tous ceux et celles qui travaillent de près ou de loin sur ces sujets. Encore merci à nos intervenants, eux, pour vos apports vraiment très riches. La suite, bah, c'est les webinaires qui sont en train d'être montés en vidéo. Ça prend un peu plus de temps que prévu, donc pas de panique, ils vont arriver, ils seront disponibles sur le réseau. Donc si vous avez laissé vos contacts, vous les recevrez. Et puis on complétera tout ça avec des biblios, les ressources partagées par nos intervenants des deux derniers webinaires. Et voilà, donc ça, c'est pour moi le mot de la fin. Merci à toutes et toutes, merci les collègues, et puis on se retrouve très vite.